Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Bonjour Fabien, bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'immobilier jusqu'à 12h sur Radiolac. L'émission a commencé au mois de janvier de cette année et notre premier invité était le président du Conseil d'État en charge du département du territoire, Antonio Ogers. Aujourd'hui, c'est la dernière pour cette première partie de l'année, puisqu'après, comme de nombreux d'entre vous, nous allons partir en vacances et nous retrouver au mois de septembre. Et pour terminer cette première partie de l'année, nous recevons le propriétaire de notre partenaire grâce à qui cette émission existe, les clés de l'immobilier, qui ont comme partenaire depuis le début de cette année le groupe M3 Group. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir non pas seulement le propriétaire, mon patron également, mais aussi un ami, Abdallah Chatila. Abdallah, bonjour. Bonjour. Alors exceptionnellement, on va se tutoyer dans l'émission parce que c'est compliqué de jouer la comédie et de se dire vous alors qu'on se tutoie tout au long de la journée. Abdallah, ce que j'aimerais aujourd'hui, parce qu'Abdallah Chatila, c'est un nom qui est connu à Genève depuis maintenant plusieurs années dans différents domaines, mais je pense que les gens pensent te connaître, mais ne te connaissent pas vraiment. J'aimerais un peu que tu nous dises qui tu es, d'où tu viens et quand et comment tu es arrivé en Suisse, car si je ne me trompe pas, tu es né au Liban. Et voilà. Donc, je suis né au Liban en 74. Il y a eu la guerre qui avait commencé 1 an ou 2 ans plus tard. Donc, mes parents ont eu la chance de pouvoir sortir du Liban et aller vivre ailleurs pour éviter la guerre. Donc, nous sommes allés vivre en Italie, où mon père avait du travail. Et on a vécu là-bas du 76 jusqu'en 85, donc 9 ans à Milan, qui est une très belle expérience. Ensuite, on a essayé de venir à Genève et on nous avait refusé le permis. Et on a décidé d'aller à Cannes, où on avait un appartement, on a vécu 3 ans là-bas. Donc j'ai vécu une partie de ma première adolescence à Cannes au soleil. C'était aussi une très très belle expérience, extrêmement agréable. Et puis on a eu le permis de séjour finalement tant attendu en 88, 89. Et j'ai déménagé ici à Genève, où j'ai été à l'école internationale pendant 2 ans. Après j'ai été 2 ans à Florimont, où j'ai eu mon bac. Et 1 an plus tard, je commençais à travailler avec mon père dans les bijoux. Donc mes parents viennent dans le domaine des bijoux et de la joaillerie, et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Alors c'est ta première passion, la bijouterie? Oui, c'est le premier métier que j'ai appris. Je veux dire que mon père m'avait pas vraiment laissé le choix étant jeune, où il m'avait depuis toujours fait comprendre que c'était ça ou ça. Voilà, mais à cette époque-là, tu rêvais plutôt de quoi alors? En fait, j'ai jamais rêvé de faire autre chose. Donc, c'est comme si c'était acquis et j'étais brainstormé depuis toujours. Donc, j'étais acquis à la cause. Alors, tu l'as fait parce que tu as travaillé dans le monde des bijoux pendant quelques années, d'ailleurs encore aujourd'hui, plus de la même façon. Oui, je l'ai fait avec passion. C'était quelque chose qui m'a beaucoup plu. Ayant un caractère légèrement hyperactif, j'ai toujours voulu faire autre chose. Et en fait, je suis quelqu'un qui aime bien, qui croit beaucoup au destin et qui croit beaucoup aux rencontres. Et j'ai eu la chance à 3 reprises en fait de rencontrer des gens et d'avoir l'occasion de faire certaines choses qui m'ont permis de sortir de ce domaine. La première étant, un jour, je jouais au tennis à Bois-Carré, où à l'époque j'allais jouer au tennis. Donc c'est à Verrier, pour ceux qui savent où ça se trouve. Et c'était ma première promotion. Et en fait, il n'y avait jamais personne là-bas au tennis. Et puis j'ai dit, mais pourquoi on ne devrait pas faire une promotion là-bas? Et j'ai appelé un ami architecte que je connaissais, qui m'a confirmé que c'était constructible. Et l'histoire est un peu longue, mais en fait, par des concours de circonstances, j'ai fini par acheter la société qui gérait le tennis, qui avait un bail de 50 ans. Ensuite, j'ai pu acheter le terrain. Et j'ai fait ma première promotion, et c'est comme ça que je suis rentré dans l'immobilier. Comme quoi, quand par hasard, le hasard fait bien les choses. Alors, on vient d'apprendre 2 choses. La première, c'est que tu as fait des études, et la deuxième, c'est que tu es un homme sportif, puisque tu joues au tennis. Donc ça, c'est la première promotion. Donc quand tu démarres là-dedans, tu connais rien finalement. Alors, je connais rien. J'ai eu la sagesse de vouloir m'associer avec des professionnels. Donc j'avais contacté la CJ. Donc c'est là où j'ai rencontré M. Charles Spirer et la régie Nef que j'avais rencontré à travers quelqu'un d'autre, M. Nagy. Et c'est comme ça que j'avais donné la commercialisation aux 2 et le pilotage à la CGI. Et en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que le marché était en train de monter.
Et au début, sur un plan financier qui était assez médiocre, finalement, je fais un plan financier qui était exceptionnel. Et alors, évidemment, quand on fait un premier coup et puis ça marche bien, ça donne des ailes. Et je me suis dit, je vais en faire un deuxième, troisième. Et c'est comme ça que l'histoire immobilière a commencé. Alors finalement, à travers cette opération immobilière, tu te rapproches du monde immobilier d'une part, mais tu te rapproches également de la CGI, qui aujourd'hui a changé de nom. La CGI qui était la compagnie de gérance immobilière. Oui. Alors en fait, après la troisième promotion, j'ai réalisé que j'étais le plus gros client de la régie au niveau du pilotage. Et je me suis dit que finalement, ça serait intéressant de rentrer dans le capital. Donc j'ai proposé à Charles Ferrer s'il voulait vendre. Lui, à l'époque, n'était pas vendeur, mais il y a eu une situation d'un des actionnaires qui était l'actionnaire majoritaire qui était un peu malade et que j'ai pu racheter 48% de la société. Et 3 ans plus tard, j'ai pu racheter les 100%. Alors c'est ce qui se passe en 2015, oui. Tu deviens l'actionnaire unique de CGI et tout ça se transforme quelques mois plus tard avec un déménagement, puisque pour la petite anecdote, la CGI se trouvait dans les mêmes locaux où nous sommes aujourd'hui, à la rue des Bains, où se trouvent d'ailleurs les studios donc de Radio Lac, et tu deviens l'actionnaire unique et puis tu décides de changer le nom de CGI en M3. Alors, je trouvais que le nom CGI était un très joli nom. Il avait son histoire, mais c'est vrai qu'il était souvent confondu avec la chambre immobilière genevoise, qui s'appelle aussi CGI. Et à l'époque, le comptoir immobilier, qui avait aussi, pendant une longue période, appelé CGI, et j'avais plus envie de ces confusions. Et comme en fait, je pensais qu'il fallait absolument changer la stratégie de la régie en tant que régie dans un grand nom. Donc je me suis dit, je vais changer. Comme je change la dynamique, c'était intéressant de changer de nom. Puis on cherchait des noms simples. Donc au début, on était parti sur mètre carré, M2. Mais ça ressemblait trop au train de Lausanne. Au métro, ouais. Au métro de Lausanne qui devait sortir. Et donc on a décidé de faire M3 et puis c'est comme ça que c'est sorti. Voilà, M3 pour mètre cube, mais on dit bien M3. Ça tombait bien, comme ma femme s'appelle Maya, j'ai 3 enfants, j'ai aussi une deuxième raison d'appeler le groupe M3. Voilà, comme ça, vous savez tout sur l'histoire du nom. Alors, M3 existe maintenant en tant que tel depuis 2016, mais se repose sur une expérience très importante de la CGI, qui est une régie genevoise qui a plus de 60 ans. Quelle était ta vision du monde de l'immobilier quand tu es arrivé ? Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, quand on parle de régie immobilière, on parle de famille genevoise, pas forcément d'un propriétaire qui s'appelle Abdallah Chatila. C'est typique dans les petites villes, en fait, où même si Genève c'est une mégalopole au niveau de la taille financière, mais au niveau des habitants c'est une petite ville. Donc les acteurs sont en général des acteurs historiques qui cèdent leur entreprise familialement d'une génération à l'autre. On le voit aussi dans le domaine bancaire. C'est un peu la même chose aujourd'hui. Et en fait, le fait d'avoir eu la chance de pouvoir acheter une régie, c'est en fait une vraie chance, parce que c'est vrai que aujourd'hui, moi qui suis toujours à la recherche de grandir la régie, d'essayer d'en acheter d'autres, c'est extrêmement compliqué parce que les propriétaires actuels, c'est des vieilles familles qui tiennent compte. Mais en fait, ce qui m'a vraiment frappé dans ça, c'est que comme c'est en fait un business très familial. Et le propriétaire de régie, en fait, fait un peu tout. Fait les gérances de copro, va parler à des locataires, fait aussi de les ventes. En fait, c'est vraiment des petites boutiques. Et comme moi, je suis quelqu'un qui a énormément d'activités, je pouvais pas du tout et j'avais pas du tout l'envie de faire ça. Donc, j'essaye de travailler la régie d'une manière, je vais pas dire plus professionnelle, mais d'une manière moins indépendante du propriétaire, en donnant plus les rênes aux différents départements et d'avoir plus de spécialistes dans chaque département. Et c'est un peu la différence entre la régie traditionnelle qui est faite aujourd'hui et celle que nous, on veut faire pour demain. Alors, qu'est-ce qui a changé entre le moment où tu décides de faire cet achat, qui est un achat important dans ta vie, puisque tu rachètes une entreprise où il y a plusieurs dizaines, plus de 100 personnes qui travaillent au quotidien. Comment tu voyais les choses au moment où tu décides l'achat et comment se sont réalisées les choses jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a une grande différence ? En fait, le problème, c'est que quand on parle de chiffres, c'est que des chiffres. Mais en fait, quand on arrive dans le but, quand on arrive au sein de l'entreprise, on réalise en fait que 100 employés, en fait, c'est 100 personnes. Et que chez ces personnes, ont leur vie, ont leur humeur, ont leur qualité, leurs défauts. Et puis, il y a des esprits qui s'entendent bien avec d'autres qui s'entendent pas avec certains. Et puis, les gens ont peur du changement. Et avec moi, malheureusement, je change beaucoup tout le temps parce que j'ai pas peur de me tromper. Donc, quand je me trompe, je le réalise et je tourne la page. Et c'est vrai que c'est pas très coutumier pour les collaborateurs de devoir
faire face à ce nombre de changements qui est assez régulier, et c'était un peu compliqué. Aujourd'hui, je pense que les gens qui travaillent au groupe sont heureux d'être au groupe, ce qui n'était pas le cas au début. Quand j'avais acheté la régie, je me rappelle, j'avais demandé à tous les collaborateurs, est-ce que si vous pourrez partir ailleurs au même salaire, dans les mêmes termes, est-ce que vous quitterez? Et 90% avaient dit oui. Ils ont eu l'honnêteté de me le dire en face. Et je pense que si aujourd'hui on fait le sondage, on serait au contraire. Je pense qu'on aurait plutôt 90% qui seraient contents de rester. Et d'ailleurs, maintenant, quand nous on fait de la pub pour engager du monde, on met en avant le groupe. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, la force du groupe, c'est la globalité de toutes les activités qu'on fait. Et surtout qu'on a une qualité de travail que je considère qui est très bonne. Et que tu pourras confirmer d'ailleurs. Je peux le confirmer. J'ai le couteau sur la gorge, mais je confirme. Voilà. Et ça fait plaisir. Non, mais je pense qu'il y a un élément important sur lequel on peut revenir, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui cherchent du travail cherchent pas seulement un salaire, ils cherchent également un confort de vie. Et ce confort de vie, il faut l'avoir autant à la maison que sur le lieu où vous passez, en tout cas 8 heures par jour. Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois ? Puisqu'on parlait de M3 en tant que régie il y a encore quelques temps, aujourd'hui on parle d'M3 en tant que groupe. Alors en fait, moi j'ai toujours travaillé de manière financière sous forme de holding. Donc j'avais deux holdings mères, une qui s'appelait Rachaya, qui est le village d'où venait mon père, au Liban. Ensuite, une autre holding immobilière qui s'appelait Vertical, parce qu'à l'époque, je voulais verticaliser en fait l'activité immobilière. Et finalement, c'était toujours très compliqué d'avoir des noms différents et les gens s'y perdaient. Donc, j'ai décidé d'appeler la holding principale M3 Group et ensuite de créer des sociétés par activité. Donc, en fait, la régie est disséquée en plusieurs sociétés. Donc, la gérance sera M3 Gérance, la vente sera M3 Vente. Les conseils pour professionnels sera M3 Conseil, les promotions seront M3 Promotion. En fait, on veut donner une définition claire de chaque métier et mettre en avant les gens qui gèrent ces entités et non plus donner une vision globale d'une régie qui fait tout. Alors, on va rester encore quelques minutes dans le métier, de la régie, de l'immobilier. Dans la deuxième partie de l'émission, on parlera plus de ta vision, non pas seulement professionnelle de l'immobilier, mais également de Genève. Et pour rester dans M3 Group, tu as annoncé différentes activités qui peuvent être même surprenantes, parce que tu as annoncé l'ouverture d'hôtels. Alors, il est clair que pour créer un hôtel, il faut 4 murs, donc on parle d'immobilier, mais également l'ouverture de restaurants. Donc, d'où viennent toutes ces idées et toutes ces envies momentanées ? En fait, le métier de la régie était vraiment un métier extrêmement difficile parce que les marges sont extrêmement réduites et je pense qu'ils vont encore plus se réduire. Donc en fait, je suis parti sur le principe que c'est un métier que je veux garder parce que c'est une source d'information extrêmement importante au niveau de la profession, parce qu'on sait à quel prix les gens louent, on sait à quel prix les gens achètent. Donc en tant que promoteur, ça nous donne une source d'information qui est extrêmement viable. Donc même si on ne gagnait pas d'argent, cette source d'information nous permet de gagner de l'argent ailleurs. Mais néanmoins, nous, on a quand même une base de données de clientèle extrêmement fidèle et extrêmement qui est captive. Donc je me dis, mais comment je peux utiliser cette captation de clients ? Et en fait, c'est en servant nos locataires. Et c'est là où on s'est dit que je vais changer la vision du groupe en créant des services qui sont au service des locataires. Donc la restauration, nous on a l'ambition d'ouvrir une 50aine de restaurants à Genève. Et pour nous, par exemple, la restauration qui est complètement différent, mais même si c'est dans le cadre immobilier, ça nous permet d'être plus proche de nos locataires, plus proche des communes où on construit, plus proche de l'État, parce que nous sommes en train de faire un accord cadre avec l'État où nous allons donner la priorité aux chômeurs de longue durée et aux chômeurs tout court, avant d'engager les gens qui sont pas encore au chômage, par exemple. Nous allons donner la priorité à des associations de gens qui ont des handicaps légers qui pourront venir travailler. Nous allons avoir une charte extrêmement précise sur l'égalité sexe hommes et femmes. Donc je voulais vraiment essayer de transformer à travers la restauration ce que moi je pense on devrait tous nous en tant qu'entrepreneurs faire pour avoir une société qui marche mieux. Et en fait, pour que ça marche mieux, il faut avoir une plus belle intégration et une meilleure intégration de tout le tissu social. Alors, on parle d'ouverture de restaurants. Tu as prononcé un nombre qui est assez important. Quelle est la première ouverture ? Parce que pour l'instant, on a signé 7 baux. Et comme l'idée, c'est de faire des restaurants qui sont contemporains, donc nous sommes en train de refaire le décor de tous les restaurants. Et le premier restaurant devrait ouvrir entre octobre et novembre. Et ce sera l'ancien 16 Flots au 16 route de Florissant. Nous avons aussi une ouverture à Pont-Rouge où nous allons faire un bar qui s'appelle le Live. Et nous allons faire à Mérin, au centre commercial de Mérin,
quelque chose qui va s'appeler Home, qui est en fait une cuisine qui est très familiale, où il va y avoir des événements. Et nous allons avoir un deuxième Home à Plan-les-Ouates. Nous allons voir un restaurant russe à la rue du Prince pour attirer un peu cette clientèle locale. Il y a plus de 30 000 russophones à Genève et qui représentent un tissu social qui est extrêmement intéressant à travailler. Et en fait, le restaurant russe va être dans le futur hôtel, le premier hôtel genevois qu'on va ouvrir, qui va être à la rue du Prince. On va avoir plus de 100 clés. Et puis on est très fiers de cet emplacement parce qu'évidemment c'est un emplacement qui est magique. Voilà, pour donner une géolocalisation plus précise, vous vous rappellerez, c'est là où se trouvait l'École Club Migros qui a déménagé maintenant à Pont-Rouge. Abdallah Chatila est notre invité pendant encore quelques minutes. On revient dans un instant dans les clés de l'immobilier. À tout de suite. Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com. Impensable, inimaginable, incroyable. Les 15 jours aventure Jeep chez Motor Village Genève. 15 Jeeps à portée de rêve. Quand les offres parlent, inutile d'en faire trop. Offre limitée à 15 voitures sélectionnées et disponibles de suite. Motor Village Genève, chemin du Grand Puy 26 à Mérin. Soprano assure sous les étoiles. Il est l'artiste incontournable de l'année. Ne ratez pas le concert événement de Soprano à Sion sous les étoiles le jeudi 11 juillet. Infos et réservations dans les points de vente Ticket Corner et sionsouslesétoiles.ch. Monsieur fait sa pub sur ou sur et a parfois l'impression de jeter son argent par les fenêtres. Monsieur Muller, lui, est tout heureux car il fait ses campagnes pub avec Media One Contact et parce qu'il a le choix des radios selon son type de clientèle. Il est certain d'être entendu et c'est son chiffre d'affaires qui lui dit merci. Alors, si vous ne voulez pas vous faire comme monsieur, ayez le réflexe Media One Contact. 022 909 69 69. Media One Contact, c'est de la pub, pas de la... Les clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radiolac avec M3, l'immobilier autrement à Genève. Pour toutes vos recherches immobilières, m-3.com. Radiolac, les clés de l'immobilier. Et jusqu'à midi, Enzo Leboe avec ce rendez-vous dédié à l'immobilier et à l'urbanisme, la dernière de la saison, Enzo. Abdallah Chatila est notre invité aujourd'hui. Abdallah Chatila, qui est le propriétaire du groupe M3, notre partenaire de cette émission, les clés de l'immobilier, depuis le mois de janvier. Abdallah, on a discuté de ton groupe, on a discuté des différentes activités, de l'évolution du groupe. Quand je t'entends parler, c'est vraiment un groupe qui est dédié à Genève. Alors, d'ailleurs, on l'appelle Genève autrement. L'idée, c'est vraiment de se concentrer sur Genève. Moi, au niveau philanthropique, j'ai une fondation qui s'appelle Sésame et je donne plus de 90% de ces dons qu'à des associations genevoises parce que je sens qu'en tant qu'émigré, je suis redevable à Genève et si je suis qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à Genève. Donc pour moi, c'est très important de rendre non seulement sur un point de vue philanthropique, mais aussi sur un point de vue social. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, avec toutes les ouvertures de restaurants et d'hôtels et d'autres activités qu'on crée, d'essayer d'atteindre 1000-1200 collaborateurs et qui soient vraiment focalisés dans la vie et le tissu social local. Alors justement, parlons de Genève que tu as découvert en 1988 en arrivant. On est dans les années 80, on est encore dans les 30 glorieuses, tout va bien, on s'éclate, on peut changer d'appartement dans la journée, on peut quitter un boulot le matin et retrouver un autre boulot l'après-midi. Quelle est ta vision de Genève aujourd'hui? Parce que tu as traversé toutes ces années. Alors bon, j'étais jeune à l'époque, pas comme toi, quelques années de moins que toi, et donc j'ai pas pu vivre d'une manière précis cette belle période parce que je l'ai pas ressenti en tant que jeune. J'ai eu de la chance aussi d'être né dans une cuillère avec une cuillère d'argent dans la bouche, donc j'ai mes parents qui ont toujours eu des moyens, donc j'ai jamais senti des fluctuations. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, de ce qu'on entend à l'époque et ce qu'il y a aujourd'hui, la mondialisation a fait que tout est beaucoup plus compliqué parce que la compétition est devenue beaucoup plus rude. Aujourd'hui, les places financières de l'époque Genève n'est plus la même qu'aujourd'hui. Il y a la compétition de Dubaï, de Singapour, de Francfort. Même si Londres est en train de partir, il y a quand même une compétition. Et évidemment, tout ça reflète sur notre économie et rend les choses beaucoup plus compliquées.
Les entrepreneurs à Genève, les gens qui sont impliqués dans l'économie genevoise, ne disent pas que du bien, disent à Genève c'est plus comme avant, il y a des gens qui partent. Quelle est ta vision Je suis complètement le contraire. Moi, quand on parle de Genève, je dis que j'ai énormément de chance et que je bougerai jamais. Parce que je pense que les opportunités que nous avons ici, vu la taille qui est assez réduite, vu le nombre de population qui est pas très grand, on peut faire des choses qu'on peut pas faire ailleurs. Parce que finalement, les Genevois, c'est des gens c'est des travailleurs qui sont honnêtes, c'est des gens qui se donnent du mal et qui aiment leur ville. Et à partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Il y avait d'ailleurs un article avec un sondage sur l'honnêteté des Suisses, qui est une vérité, et pas seulement une légende. Le peuple suisse est un peuple honnête. Moi, dans toutes mes sociétés, j'ai la plupart de mes collaborateurs qui ont la signature sur les comptes, et jamais une fois je suis pour me poser, si jamais je me suis posé la question, si j'avais un doute que quelqu'un risquait de partir avec la caisse. Et ça, c'est une manière de travailler qui est évidemment différente, mais qui reflète en fait ce que je dis par rapport à la confiance que j'ai de Genève et aux Genevois. Alors, sous la pression aujourd'hui du canton, avec l'envie du canton de construire, il est clair que le monde de l'immobilier vit une très très belle période, mais cette période est utile parce que nos enfants vont pouvoir continuer à habiter Genève et ne devront pas déménager forcément de l'autre côté de la frontière pour pouvoir créer leur propre famille. Est-ce que toi, tu penses qu'aujourd'hui, on peut encore accepter l'arrivée de nouvelles personnes qui viendraient s'installer à Genève? Il faut revenir dans l'histoire. Il faut se rappeler que si Genève est Genève, c'est grâce à la population étrangère qui a fait sa force. Et il faut surtout pas arrêter de vouloir accepter cette force étrangère, parce que si ça a marché jusqu'aujourd'hui, ça marchera encore demain. Et moi, j'en suis un exemple parmi tant d'autres de gens qui ont immigré et qui ont fait ou font quelque chose à Genève. Et la preuve étant, c'est que ça marche plus souvent que ça réussit pas. Deuxièmement, je pense qu'aujourd'hui, parler de Genève est faux. Il faut parler du Grand Genève. Et qu'on soit à Genève même ou en France voisine ou un peu plus haut, finalement, avec les réseaux, avec le Léman Express et avec le CEVAL, Léman Express, Genève s'agrandit. Et ça, c'est une force qui va permettre à tous les niveaux sociaux de pouvoir être propriétaires de leur logement. Genève a des taux de propriété qui est extrêmement faible. On est à 10-12% de propriétaires seulement, alors que dans d'autres cantons, nous sommes à des niveaux plus hauts et en France encore plus haut. Et c'est vrai que l'État fait beaucoup pour essayer de densifier. Ils ont un rythme qui, à mon avis, est beaucoup trop lent. D'ailleurs, si il y a eu des gens qui ont fait de la spéculation, c'est grâce au manque de logements. Et il faut pas s'amuser à créer des lois à gauche et à droite pour pouvoir embêter les gens à acheter. Il faut au contraire leur donner des facilités pour acheter des biens. Et il faut surtout donner la possibilité aux promoteurs d'aller plus vite dans les autorisations pour pouvoir construire plus. Alors, tu fais partie des gens qui voyagent quelques fois durant l'année, dans différentes villes du monde. Quelle est la vision que les gens ont de Genève, les gens que tu rencontres lors de tes voyages? Alors, ils ont une vision d'une ville très riche, très prospère, où tout marche bien, sans se rendre compte qu'on a quand même un tissu social, il y a de la pauvreté à Genève, qu'il y a des gens qui souffrent. Il y a ce qu'on appelle les nouveaux pauvres, qui sont les gens en fait qui ont des salaires, mais qui arrivent à peine à finir le fin de mois. Et c'est vrai que grâce à la philanthropie, à travers Sésame, j'ai pu rencontrer énormément d'associations qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont fait découvrir un autre Genève, un Genève qui souffre, un Genève qui a du mal à faire plaisir à ses enfants, à faire plaisir à sa femme, à se faire plaisir. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir énormément de donateurs privés avec un soutien de l'État qui arrivent à aider ce écosystème, à pouvoir les amener à une vie meilleure. Alors quand je raconte ça aux étrangers, ils croient pas. Ils croient que tout le monde roule avec des Ferrari et des Rolls, parce qu'on a cette image de Genève avec les banques, les assurances, la rue du Rhône, etc. D'où te vient cette envie d'aider les autres, d'aider ceux qui sont dans le besoin? Parce que c'est une vocation chez toi, c'est pas seulement une envie qui t'est tombée dessus un jour. Parce que je sais pas d'où ça me vient, mais ça a toujours été né. Moi, déjà à 8 ans, je faisais des cadeaux à tout le monde. Je trouvais que je pouvais pas ne pas partager. C'est quelque chose qui est en fond de moi et je pense que le partage est utile. Et d'ailleurs, ceux qui ne partagent pas m'énervent. Alors, je vais dire un petit secret que tout le monde ne sait pas au sujet d'Abdallah Chatila, c'est que tous les matins, tu te rends à ton bureau à pied. Donc, tu traverses la moitié de la ville en marchant. D'ailleurs, je te croise parce que moi, j'y vais en voiture de temps en temps. Tu penses à quoi? Moi, j'y vais tout le temps en voiture. Ouais. Je parle au téléphone. Tu parles au téléphone. Non, mais quand tu traverses cette ville où tu vois toutes ces personnes qui se rendent sur leur lieu de travail, il y a une dynamique, ça marche, c'est en route.
Quelle est ta pensée? On a beaucoup de chance parce que, comme tu l'as dit, moi je voyage beaucoup, j'étais souvent en Afrique, j'étais souvent au Moyen-Orient, et quand on voit la qualité de vie que nous avons, qu'on peut juste descendre, mon fils a 14 ans, hier à 1h du matin, il me dit je vais aller à la vue de colonie avec des amis, alors je sais pas ce qu'il va faire là-bas, mais il va comme à la vue de colonie et il revient, je suis tranquille, j'ai pas d'inquiétude, c'est un luxe qu'on n'a pas ailleurs. Et en fait, je rappelle tous les jours aux gens qui se plaignent, mais réaliser la chance que nous avons de vivre dans une belle ville où on est en sécurité, où on a du travail, et ceux qui veulent travailler peuvent trouver du travail. M3 Group, Genève autrement. Merci à Abdallah Chatila d'avoir accepté cette invitation. Merci, et puis on se retrouve dans les clés de l'immobilier sur Radio Lac à partir de la rentrée. Je crois que c'est fin août cette année. Bonnes vacances à tous. Merci, pareillement. C'était Les Clés de l'immobilier, le magazine de l'immobilier de Radio Lac avec M3, vente d'appartements et maisons à Genève. Retrouvez toutes nos offres immobilières sur m-3.com.